2007-2008, sur tous les pronostics de la saison, tout le monde nous annonçait dans les relégables en fait. Je ne vais pas dire que j'avais l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo, ce serait mentir. Il me chambrait en disant qu'on y allait tout droit, quoi. Tu fais pas de recrutement, tu vas te péter la gueule, quoi. Quand ça se passait mal, où les gens disaient ouais, ça vaut pas l'époque Platini, Roulier, etc. On ne savait pas quand on est parti de Montevideo qu'on allait marquer l'histoire. La première des choses, c'est l'intensité. Et pour cela, il nous faut une préparation physique très marquante. Nous, les préparations de saison, elles étaient extrêmement dures à Nancy. On arrivera à la fin de notre prépa. On s'est dit, imagine maintenant, on va à Rennes, on gagne. À Rennes, quand on gagne, franchement, il n'y a pas de hasard. Physiquement, on était déjà à 2000%. On reçoit Caen, on gagne encore. On gagne encore à Nice. Et après, on commence à enchaîner. Ça nous remet dans le match. Et puis l'égalisation, c'est pas Malonga. Non, c'est Hadji. Mais au Vélodrome, je me souviens juste de ce silence, quoi. Contre Auxerre, chez nous, on gagne 4-1. Ben, j'imagine qu'on doit être à la première, c'est ça? Première place. On regardait le classement, je m'en souviens encore avec Youssouf Hadji. Souvent, on se disait oh, on est des arnaques, on arnaque tout le monde. C'était marrant, on en jouait. Mais là, on n'était qu'à la 5e journée et très honnêtement, le classement, il était anecdotique. Les journalistes, quand ils font les pronostics sur la saison, ils se basent sur les recrutements. Et nous, à cette saison-là, on fait 0 recrue. Pour la simple et bonne raison qu'on avait anticipé le recrutement avec l'arrivée en janvier, je crois que c'était Youssouf Hadji, sûr, et je crois qu'il y avait Marc-Antoine Fortuné aussi qui arrive en janvier. Le mercato, il a été calme parce que Pablo, lui, considère qu'il a un bon groupe, il a une bonne équipe, et il me dit, président, on ne recrute pas. J'ai dit, t'es sûr, on ne recrute pas? Et qu'on va manger avec le directeur général, il va au-delà de ce qu'il pouvait dire. Il dit, ouais, mais le président, il a très mal vécu cette période-là. Et moi, je dis, comment il a vécu mal cette période-là? On prend personne, c'est comme ça. Et c'est parce que vous, à la Ligue, ouais. Tous votre collègue président, il vous disait ah vous allez voir, vous avez fini. Oui, c'est vrai. C'est chambré, comme on dit généralement. Il me chambrait en disant qu'on y allait tout droit, quoi. Tu fais pas de recrutement, tu vas te péter la gueule, quoi. Cette année-là, il a la particularité qu'on travaille avec un groupe pas qui est restreint, mais voilà, qui est performant avec les 14-15 joueurs. C'est Reynald Delnouex qui dit un joueur a un prix, un autre joueur a un prix. Mais la relation qu'il y a entre ces deux joueurs, elle n'a pas de prix. C'était sain, vraiment c'était sain, très sain même. Et même avec le coach, avec Paul Fischer aussi, enfin tout le staff, ils venaient, ça se chambrait tout le temps. C'était des années faciles, il y avait des moments qu'on n'avait pas besoin de se parler en fait. Je me rappelle aussi d'une victoire 3-1 à Monaco. Là, on tape un peu du poing sur la table et on confirme. On confirme que là, non, c'est pas seulement un feu de paille. Non, il va falloir compter avec nous cette saison. They never believe me. Yeah, I would never drop the
Kim est exceptionnel. Il jouait souvent devant moi. Je me débarrassais pas de la balle, mais je me cassais pas la tête. Quand il était devant moi, je lui mettais le ballon dans les pieds souvent. Il arrivait toujours avec une semelle contrôle et il partait comme ça à l'intérieur du pied. Il était inarrêtable. Hygiène de vie pas exceptionnelle, un peu le brésilien, quoi, un peu, il aimait bien sortir, etc. Mais sur le terrain, c'était un magicien, il avait quelque chose en plus, il avait du talent. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had a need. La SNL était en grande difficulté en 92 et en 94, elle était pas loin du dépôt de bilan. J'en parle à ma famille, j'en parle à mes collègues, ils me disent « Prends pas ça, tu vas te planter la gueule, c'est une danseuse, ne rentre surtout pas dans le football ». Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis donc, allez, hop, je plonge et je reprends le truc. Toi, t'arrives à ce moment-là. Ouais. On est monté, on est redescendu, on est remonté, 97, 98, 99, 2000. Et puis en 2000, malheureusement, on redescend. C'était en 2002-2003, quand on était au bord de la relégation. Ça, c'était des moments difficiles. Fin octobre ou début novembre, on était dernier. Laurent Moracchini vient me voir. Pourquoi vous essayez pas Pablo? C'est un gars du club, on l'apprécie. Enfin, bon, je dis, bon, de toute façon, on est dernier. Allez, on va allez, ok. La frappe de la tête, elle est belle. Petite boulette de Flavio Romain. Pablo Alejandro Correa, né à Montevideo, en Uruguay, 14 mars de 1967. Et vous savez, en Uruguay, quand on vous invitait à 19h, déjà, c'est pas 19h, c'est 21h, mais c'est pas grave, c'est quand on vous invitait à 21h, à mon époque, c'était mal vu si vous arrivez à 21h. Il faut arriver à 21h15, 21h20. Et nous, on venait avec cette idée-là. Je dis, écoute Jean-Claude, ils m'ont invité à 19h. Est-ce que je dois être à 19h? Est-ce que je dois être à 19h30 comme en Uruguay, là, comme ça? Il m'a dit, tu te plantes à 19h devant la porte, il t'amène des fleurs pour la femme du couple, là, comme ça. On s'installait, voilà, pour vraiment s'intégrer à ça. Quand je suis arrivé à l'Est Nancy-Lorraine, en fait, je connaissais pas grand-chose de Nancy, en fait. Si, je savais que c'était le club formateur de Michel Platini. Michel Platini, Aldo Platini. Quand j'arrive au centre de formation, c'était ça qui représentait pour moi l'histoire. Michel Platini, Carlos Curbelo, Paco Rubio, tous ces joueurs-là me faisaient... moi, j'étais le pauvre petit con de spectateur dans ma tribune, et puis je les voyais sur le terrain. Un talent comme Michel Platini, tu l'as nulle part ailleurs, tu l'as pas eu en 2007-2008, tu vois. Quand ça se passait mal, où les gens disaient ouais, ça vaut pas l'époque Platini, Roulier, etc. On permettait à l'ensemble du Grand Est, entre la Lorraine, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Meuse, la Haute-Marne, là tu générais quelque chose d'important au niveau des gens. Donc à Nancy, ça a un impact fort, une victoire comme la Coupe de France. Tiens, c'est la photo là, ici là, avec Michel et Aldo. On est au centre du terrain. J'aurais passé les 40 ans, les 50 ans. Nancy. Ouais. Je crois que ça fait longtemps que Nancy n'a pas préparé un événement pareil. 40 ans du club, la venue de tous les anciens, on se sent sous les regards des copains qui étaient à l'époque des Platini et là comme ça. C'est ce à quoi ça sert, les 40 ans ou les 50 ans, c'est que tu retrouves des gens que tu n'as pas vus depuis très longtemps.
Ça fait une petite pression supplémentaire. Mais on a su à un moment donné écrire notre histoire. Et là, non seulement tu leur tiens tête, mais en plus tu les bats, quoi. Je suis arrivé à Nancy en 98. Mais c'est vrai que je ne connaissais mais vraiment rien de Nancy du tout. Et puis pour être honnête avec vous, je ne connaissais rien de tout ce qui était est de la France. Ça c'est clair et net. Bonjour, je m'appelle Monsef Zerka, ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine, professionnel. J'ai commencé latéral pour finir en pointe. Je revenais justement d'une double fracture tibia-péroné. J'ai pu reprendre à la reprise 2007, en juillet. Tu dis, est-ce que cette saison, je vais jouer? On te fait comprendre qu'on ne te prêtera pas parce qu'on compte sur toi, mais tu restes toujours sur le banc de touche et tu ne rentres pas. Et puis après, j'étais un peu con à l'époque. Je parlais un peu trop à la presse. Je sortais souvent. Je ne vais pas dire que j'avais l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo, ce serait mentir. Bien au contraire, j'étais plutôt encore en mode cool. Est-ce que tu peux dire quel métier tu fais aujourd'hui? Je gère une discothèque sur Nancy, qui est les caves. Devant le bar, je suis passé maintenant derrière le bar. Dernier match contre Lyon, finale des matchs allés. Il fait -5, on a un tifo feuille sur tout le stade et on arrive à commencer pour mettre les feuilles à 7 h du matin. Le stade, il est gelé, quoi. Les billets qui se vendaient 10 €, ils se revendaient au noir 40 €. C'est du jamais vu, quoi. Un Nancy qui tient tête à Lyon. Je me rappelle d'une super fête. On disait waouh, là on est dans les temps, on est largement en avance sur nos prévisions en fait. Et vous savez, le premier film que je vais voir ici, c'est les trois frères. Et moi, je l'avais dit à Laszlo Boledi, je lui avais dit, écoute, je ne parle pas français, si tu vois l'intérêt d'aller au cinéma, là, comme ça. Et lui, il a bien fait d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas... Voilà, c'est lui qui a raison et pas moi. Et il a dit, tu viendras quand même. Attendez, parce que c'est pas là, il faut que je trouve maintenant. Et en fait... Sans rien comprendre, parce que, en tout cas, les mots français, ça m'a fait rigoler quand même. Et ce sont des petits détails qui jouent énormément dans l'intégration aussi. L'hiver, c'est toujours un période creux, parce que le froid, il
tape sur les organismes dans tous les sens. Et je pense aussi sur le mental. La lumière, la manque de lumière aussi. Fin novembre, début décembre, voilà, physiquement, je ressentais le coup de fatigue. Quand on arrive à la trêve hivernale, il y a la Coupe d'Afrique. On se disait quand on va revenir en février, est-ce que voilà, on sera toujours dans cette dynamique-là? On revient, il y a le match Coupe de France à Carquefou, je crois. Carquefou. Et on passait de 40 degrés à un match à moins. On s'était fait plier. Et... Je peux te dire que ça a quand même bien titillé notre orgueil. La deuxième partie de saison, elle a été quand même un petit peu plus éprouvante. On sentait, on avait moins de jus, moins de peps pour aller au charbon, quoi. Vous savez, on a perdu 2 matchs dans les matchs allés et 6 dans les matchs retour. Quand on était dans des moments un peu plus difficiles, Pablo a eu un rôle important, c'est qu'il était fort dans les discours. Vraiment, il arrivait toujours à mobiliser tout le monde rapidement. Comme on a fini maintenant, un peu énervé comme ça. Calmez-vous, calmez-vous. Finalement, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on a toujours eu cette humilité, cet état d'esprit pour s'en sortir même dans la difficulté. Le secret, il reste toujours en pas prendre de but. Je me rappelle d'un bloc défensif vraiment costaud, quoi. Moi, j'étais avec la sélection marocaine, il nous disait toujours ouais, vous êtes 0, vous mettez même votre bus dans le but. C'était beau. Même si quelquefois, moi, j'étais toujours un petit peu énervé parce que c'est vrai que défensivement, c'était bien au point et de temps en temps, j'avais un peu l'impression que ça restait un peu trop derrière. Ça, ce n'est que mon sentiment, bien sûr, puisque moi, je suis attaquant, puis j'aime bien quand ça va un petit peu devant. Dire que voilà, que c'était une équipe voilà, qui bétonnait là comme ça, aujourd'hui, je dis non. Nous, on avait des accélérateurs de jeu, c'est des joueurs capables d'éliminer, de créer beaucoup de coups de pied arrêtés. Dans les interviews, tout ce qu'on entendait et tout ça, on sentait qu'on dérangeait vraiment, quoi. Est-ce qu'Anaès Lancy-Lorraine, à ce moment-là, fait bonne figure dans le trio? C'est des questions qu'on s'est posées à ce moment-là et qu'on se posera toujours, mais bon. On est dans le sprint final, en battant Bordeaux, on passait devant Bordeaux. Et on mène 1-0 là-bas. Je crois qu'en plus, c'est Marc qui marque le premier, mais en plus un but gag. Je le prends en pleine poire. On rappelle très bien de l'arbitre parce qu'il faisait son dernier match. Toute la deuxième mi-temps, je crois que tout était sifflé à sens unique. Sur un ballon poussé trop loin, où on devait avoir un 6 mètres, on se retrouve avec un corner contre nous. Yohan Mikou qui fait une prise de judo sur Chris Malonga, il s'enroule, il tombe par terre, tous les deux ils tombent par terre, et l'arbitre il siffle le penalty. À ce moment-là, si la VAR était là, au moins on aurait été tranquille. Voler sur les champs, comme on dit normalement. Et là-dessus, il gagne 2-1. Vous pouvez aller crier que vous avez été volé. Ça fait partie d'une saison, en fait. Vous savez, c'est quoi le premier achat qu'on a fait quand on est venu à Nancy? Un fax, un téléphone fax. Vous dites ça à un gamin de 10 ans aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me parle, lui? La mobilité aussi, ça fait partie aujourd'hui de la vie des enfants.
pour les donner un coup de main, on les achète la première voiture, comme ils font la plupart des parents d'ailleurs. Et la voiture là, c'est la voiture normalement de Juliette. Juliette, c'est la 3e. Juliette, c'est pour Juliette Binoche. Et d'abord, parce que j'aime bien les prénoms, et parce que je pense que si ce n'est pas la plus belle, une des plus belles femmes que je connue ici quand je suis arrivé en fait. C'est le match décisif sur la dernière journée. On est sur jaune. Il faut rester là, engagement raide. Il nous suffit de prendre un point et quoi qu'il se passe, même si Marseille gagne, on joue les préliminaires de la Ligue des Champions, quoi. Et on est chez nous, Rennes qui est en train de réaliser une fin de saison de tonnerre. Et je me rappelle encore du discours de Pablo à la causerie qui nous dit quand les occasions elles se présentent, il faut les saisir parce qu'on ne sait pas quand elles se représenteront. Le fait aussi d'arriver au dernier match invaincu à domicile, on se sentait fort. On se voit peut-être trop beau. Et derrière, scénario catastrophe. Tout le monde était claqué, tout le monde était énervé. Régis nous tue ce match-là. C'était un extraterrestre ce jour-là. Moi, je me rappelle qu'on était vraiment tombé sur plus fort, quoi. Donc on perd 3-2. Et je regarde à ma gauche dans les tribunes. Je croise le regard de ma petite sœur et je la vois en larmes. Et donc là, je comprends que malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. On a fait une saison de dingue. Et sur le sprint final, comme ça, se faire coiffer, tu te mets assis et tu pleures, quoi. Il n'y a que ça à faire, quoi. Je me souviens, on fait le spectacle de fin de saison dans le stade, les feux d'artifice et tout ça, mais nous, on est là, sur la pelouse, on est déçus. Tu vois, ça fait un peu capricieux, un peu gourmand, parce que c'est la première année où on fait quand même un super résultat. Mais c'est vrai que d'être passé à côté de cette Ligue des Champions, c'est assez frustrant. Je pense qu'on peut demander à tous les supporters, surtout en 2007-2008, il y avait des résultats, le stade était toujours complet. On est resté invaincu jusqu'à la dernière journée, donc c'est quand même exceptionnel pour un club comme Nancy. Et c'est ma vie, quoi. C'est ma vie de l'époque, quoi. 4e pour un club comme l'AS Nancy-Lorraine, c'est une performance incroyable et l'histoire te le prouve. Dessin, ça peut être par là. Ah, ça fait pas longtemps d'ailleurs. C'est l'un des plus grands city-stades de la communauté de communes, Moselle et Madon. Et il fallait le mettre à l'honneur quand même. C'est un soir, en dormant, je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler Pablo Correa? Pour moi, c'est le plus grand entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Étant ami, comme je vous le disais, de Jacques, je me suis dit, non, mais là, il n'y a pas à tergiverser, il faut le faire. Donc vous pensez à Pablo Correa en dormant? Oui, c'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Tout seul.